Le 9 janvier, le pays tout entier s'est figé comme frappé d'une rafale. En moins d'une journée, des aveux filmés circulèrent, transformant le soupçon en une certitude brûlante, mettant à nu des secrets et des trahisons cachées. L'argent, les routes secrètes, les visages de ceux qui auraient trahi. Ibrahim Traoré, tenant fermement son poste à la tribune, a-t-il vraiment tenu le contrôle du pays ou l'histoire va-t-elle le rattraper, détruisant la confiance qu'il avait soigneusement bâtie avec son peuple ? Le 9 janvier, les révélations sur un complot présumé ont choqué la nation. Ce n'était pas seulement une question de sécurité ou de pouvoir, mais de l'essence même de la confiance du peuple dans ses dirigeants. Ibrahim Traoré, malgré sa discrétion habituelle, savait que ce moment marquait un tournant décisif pour lui et son gouvernement. La jeunesse, notamment, exigeait une preuve tangible de la véracité des accusations et du bon fonctionnement des autorités. Sauf que l'histoire du Burkina Faso ne peut pas être résumée à un simple jeu de pouvoir. Il s'agissait désormais d'une bataille bien plus profonde, la lutte pour rétablir une confiance brisée. Mais jusqu'où cette crise peut-elle aller avant que tout ne s'effondre ? Ibrahim Traoré a-t-il encore une chance de se relever ou le peuple perdra-t-il définitivement foi en son gouvernement ? À travers ces événements, le Burkina Faso se trouve à un croisement où chaque décision, chaque mouvement pourrait avoir des conséquences irréversibles sur l'avenir politique et social du pays. Le 9 janvier, une série d'événements a précipité le Burkina Faso dans une crise politique sans précédent. Ce jour-là, des aveux enregistrés de suspects présumés ont été diffusés à la télévision nationale, créant une onde de choc parmi la population. En quelques heures, des vidéos ont circulé de téléphone en téléphone, transformant un soupçon vague en une vérité incontestable. Des visages familiers, des témoins, des noms d'individus impliqués dans des réseaux occultes ont été révélés, montrant l'ampleur du complot. Un chauffeur de taxi, interloqué, a lancé « Ce n'est pas une guerre des armes, c'est une guerre des bouches ». C'est une phrase qui résume à elle seule la gravité de la situation. Le pays secoué est désormais plongé dans un tourbillon de rumeurs et de vérités partielles. Le rôle d'Ibrahim Traoré, qui avait jusque-là su maintenir une image de leader déterminé, devient incertain. À Ouagadougou, la tension était palpable. Les jeunes, en particulier, réclamaient des preuves concrètes qu'ils pouvaient encore croire en un pouvoir juste. Mais plus que les accusations, c'était la manière dont la vérité éclatait au grand jour qui choquait. Chaque nouvelle vidéo, chaque arrestation semblait renforcer l'idée que tout était orchestré, qu'il y avait des forces puissantes derrière cet enchaînement d'événements. Cependant, dans cette confusion, une question plus fondamentale se posait. Comment le pays allait-il réagir face à cette révélation brutale ? Et surtout, comment Ibrahim Traoré pourrait-il sortir de cette crise sans que son autorité soit définitivement entachée ? Ibrahim Traoré, immobile devant les caméras, a observé avec une froideur qui n'a échappé à personne. C'était un moment décisif pour le capitaine et pour le pays tout entier. Le peuple, désillusionné par les récents événements, attendait de lui non seulement des réponses, mais des actes concrets. Dans les rues de Ouagadougou, les murmures de révolte grandissèrent. Les jeunes, qui avaient autrefois salué son ascension, commençaient à se demander si ce même leader pouvait encore incarner l'espoir d'une nation réconciliée. Le soir même, des vidéos de témoignages circulaient, détaillant des connexions avec des réseaux à l'étranger, avec Abidjan en particulier. Mais pour Traoré, chaque minute comptait. Il avait choisi de ne pas répondre immédiatement. Le calme avant la tempête semblait être son seul allié. Dans les coulisses, ses conseillers plaidaient pour la patience et pour une réponse mesurée. Mais chaque jour sans réponse renforçait les doutes. Le gouvernement parlait de preuves, mais les preuves semblaient aussi floues que l'horizon politique. La question centrale restait: Ibrahim Traoré pourrait-il maintenir son autorité face à cette tempête ? La rue attendait des actes et pas seulement des discours. C'était dans ce contexte que la véritable épreuve de la légitimité du leader débutait. Il n'était plus question de se justifier, mais de prendre des décisions qui marqueraient l'avenir du Burkina Faso. Le 9 janvier,
tout a basculé pour le Burkina Faso. Un complot présumé, des aveux télévisés et des vidéos circulant rapidement ont enflammé les rues de Ouagadougou. La situation s'est intensifiée à une vitesse inquiétante. En l'espace de quelques heures, le pays est passé d'un état de vigilance à une crise ouverte. Les révélations ont déstabilisé un gouvernement déjà fragile et Ibrahim Traoré, jusque-là solide et résolu, a dû affronter une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Le 9 janvier, la rue s'est soulevée. Les jeunes, les intellectuels, les militaires, tous réclamèrent la vérité. Les informations circulaient à toute vitesse, alimentant le feu de la révolte. Les aveux des suspects présumés ont révélé l'existence de réseaux, des liens avec des puissances extérieures et des complicités internes. Ce n'était plus seulement une question de complot, mais de confiance. La question centrale est devenue: peut-on encore croire en ce gouvernement ? Traoré, malgré son calme apparent, savait que chaque jour passé sans réponse renforcerait l'idée que la vérité était en train de lui échapper. La pression sociale montait à chaque arrestation, chaque annonce. Le peuple exigeait non seulement des preuves, mais des actes de justice immédiats. C'était un moment charnière pour le pays, et les actions d'Ibrahim Traoré allaient déterminer l'avenir politique et social du Burkina Faso. Mais la question était: les preuves avancées par le gouvernement suffiraient-elles à éteindre les flammes de la méfiance ? Les autorités parlaient de preuves tangibles, mais la rue, elle, exigeait bien plus. Elle demandait des preuves d'action et non de discours. Alors que les jours passaient, le pays tout entier s'interrogeait. Ibrahim Traoré allait-il réussir à restaurer la confiance, ou cette crise marquerait-elle la fin de son pouvoir ? Au fur et à mesure que les jours passaient, des chiffres concrets ont été présentés pour soutenir les accusations de complot et de corruption au sein du gouvernement. Selon les autorités, 19 personnes ont été arrêtées et une série de transferts d'argent illégaux ont été interceptés. Ces chiffres, bien que convaincants à première vue, n'ont pas suffi à calmer la colère de la rue. Les preuves matérielles, comme les fonds saisis et les véhicules retrouvés, étaient des éléments tangibles, mais elles n'ont pas répondu à la question plus profonde: comment reconstruire la confiance entre le gouvernement et le peuple ? Ibrahim Traoré a opté pour une stratégie de transparence. Chaque arrestation, chaque transfert d'argent intercepté a été communiqué publiquement. Les chiffres étaient précis et les rapports étaient régulièrement mis à jour. Mais plus les chiffres augmentaient, plus la rue se sentait divisée. D'un côté, les partisans du gouvernement voyaient dans ces mesures une volonté de justice. De l'autre, les opposants y voyaient un gouvernement qui utilisait les chiffres pour masquer une véritable crise de légitimité. Les autorités ont également rapporté une baisse significative de 12% des échanges commerciaux avec les pays voisins, en particulier avec la Côte d'Ivoire, ainsi qu'un ralentissement des projets publics. Ces chiffres économiques, bien que troublants, n'ont pas suffi à convaincre les sceptiques. Dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, la question était claire. Ces preuves étaient-elles suffisantes pour effacer la méfiance grandissante ? Les analystes ont souligné que cette crise ne se résoudrait pas uniquement avec des chiffres, mais avec des actions concrètes. Cependant, chaque chiffre annoncé semblait attirer encore plus de scepticisme. À chaque nouvelle révélation, les doutes se multipliaient. Le pays tout entier semblait se diviser, les preuves ne suffisant plus à éteindre la flamme de la méfiance. L'analyse des événements au Burkina Faso ne se limite pas à un simple conflit de pouvoir entre Ibrahim Traoré et les forces opposées. Deux arguments majeurs dominent le débat. D'une part, il y a ceux qui soutiennent que Traoré fait face à une situation où la survie du pouvoir nécessite une approche radicale de transparence et de répression. Les défenseurs de cette ligne estiment que la crise actuelle est une conséquence directe de la faiblesse des institutions précédentes et de l'ingérence étrangère. Selon eux, Traoré, malgré ses erreurs, cherche à stabiliser un pays rongé par des siècles de dépendance et de divisions internes. Pour eux, sa lutte contre le complot interne est légitime et s'inscrit dans un cadre de défense de la souveraineté nationale. Ils soulignent les progrès sur le terrain sécuritaire.
avec une baisse de 30% de la violence djihadiste depuis l'arrivée au pouvoir de Traoré, et des avancées dans la réouverture des corridors humanitaires. D'un autre côté, les opposants dénoncent ce qu'ils considèrent comme un tournant autoritaire. Selon cette perspective, l'obsession de Traoré pour la transparence numérique et les arrestations publiques masque une dérive qui pourrait mener à un système plus répressif qu'avant. Ces critiques soulignent que la confiance ne se reconstruit pas avec des chiffres froids ou des arrestations massives, mais avec des mesures concrètes et une réconciliation nationale authentique. Ils rappellent que les chiffres sur la violence djihadiste sont relativisés par la persistance de tensions internes. La situation économique, marquée par une baisse des échanges commerciaux et une détérioration des conditions de vie pour de nombreux Burkinabés, laisse entrevoir un avenir incertain. En définitive, ces critiques estiment que la route de la souveraineté à laquelle Traoré aspire pourrait finir par se transformer en un isolement diplomatique, pire encore qu'une dépendance fragile. La question clé demeure. Les intentions de Traoré, bien que justifiées par une volonté de sauvegarder la souveraineté, suffisent-elles à compenser les risques qu'il prend sur le plan intérieur et international ? Il faut voir les faits, pas juste écouter les mots. Cette phrase résumait bien le tournant pris par la situation au Burkina Faso. La vérité, si elle n'était pas encore complètement dévoilée, devenait peu à peu plus claire. Ibrahim Traoré, après une série d'annonces publiques et de chiffres partagés avec la nation, semblait avoir compris qu'il n'avait plus le choix. Sa stratégie de transparence, bien que risquée, devenait son seul remède contre la crise. Loin de se cacher derrière des discours politiques, il optait pour l'action directe, publiant chaque arrestation, chaque résultat d'enquête. Cependant, l'impact de ces révélations était double. Si elles renforçaient l'idée d'un gouvernement agissant contre la corruption et la trahison, elles suscitaient également des questions sur la manière dont ce même gouvernement gérait les dissensions internes. La réponse de Traoré à la rue, tout en étant pragmatique, soulignait l'isolement diplomatique que le pays risquait de subir. La question se posait désormais. Ces révélations pouvaient-elles réellement restaurer la confiance populaire ou allaient-elles simplement nourrir davantage de doutes et de divisions internes ? L'impact des événements du 9 janvier et de leurs répercussions ne s'est pas limité à la sphère politique. La société burkinabé, déjà marquée par des divisions internes, s'est retrouvée face à un défi de taille. Comment réconcilier un peuple déchiré par la méfiance et une classe politique en pleine crise de légitimité ? Le gouvernement sous la direction d'Ibrahim Traoré a commencé à mettre en place des mesures visant à restaurer l'ordre, mais les conséquences étaient déjà palpables. Les quartiers périphériques de Ouagadougou, notamment, ont été témoins de scènes de révolte croissantes. Les jeunes, principaux moteurs du mouvement populaire, se sont mobilisés pour réclamer des preuves tangibles. Pourtant, dans d'autres secteurs de la société, comme dans les zones rurales, une partie de la population a accueilli les actions du gouvernement avec prudence, cherchant à maintenir un équilibre entre la nécessité de stabilité et le désir d'une gouvernance transparente. Le secteur économique a été particulièrement affecté par cette crise. Les exportations ont chuté de manière significative, notamment vers les pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les chiffres sont sans appel. Une baisse de 12% des échanges commerciaux avec les voisins côtiers en moins de 2 semaines, un ralentissement des projets publics et un afflux de capitaux étrangers considérablement réduit. Mais ce ne sont pas seulement les chiffres qui ont posé problème. L'incertitude qui a accompagné ces événements a poussé de nombreuses entreprises à suspendre leurs activités et les investisseurs étrangers à revoir leurs engagements vis-à-vis du pays. Plus qu'un simple ralentissement économique, c'était la stabilité même du Burkina Faso qui semblait en jeu. La confiance des partenaires régionaux et internationaux s'érodait rapidement. Mais au-delà des aspects économiques, il y avait des conséquences sociales évidentes. La méfiance entre la population et le gouvernement atteignait des niveaux alarmants. Les travailleurs du secteur public, déjà sous pression à cause de la crise sécuritaire, étaient désormais confrontés à un climat de suspicion et de contrôle renforcé. Des syndicats se sont formés pour défendre les intérêts des fonctionnaires, mais leur voix est restée marginale par rapport à l'ampleur du mécontentement populaire.
En outre, l'isolement international du Burkina Faso devenait de plus en plus apparent. Alors que le pays se tournait vers des alliés comme le Mali et le Niger, la coopération avec des partenaires traditionnels comme la France ou les États-Unis semblait de plus en plus incertaine. La question centrale désormais était de savoir si Ibrahim Traoré et son gouvernement pouvaient redresser la situation avant que le pays ne sombre dans un isolement total. La situation était loin d'être désespérée, mais la route vers une réconciliation nationale semblait semée d'embûches. Le pays se trouvait à un carrefour historique où la survie de son pouvoir et la reconstruction de sa crédibilité dépendraient d'actions concrètes, et non de simples paroles. Alors que le Burkina Faso se trouve à un tournant critique, 3 scénarios se dessinent pour les mois à venir. Chacun dépendra de l'orientation politique prise par Ibrahim Traoré et de la capacité du gouvernement à rétablir une certaine stabilité tout en répondant aux attentes de la population. Le premier scénario, le plus probable, serait celui d'une consolidation progressive des institutions sous tension. Ibrahim Traoré pourrait continuer à jouer la carte de la transparence et de la répression contrôlée pour apaiser la colère populaire, mais avec l'aide de réformes profondes dans l'appareil d'État. Ce scénario supposerait une coopération accrue avec les pays voisins, comme le Mali et le Niger, permettant au Burkina Faso de sortir partiellement de son isolement diplomatique. Les résultats économiques ne seraient pas immédiats, mais une certaine stabilité pourrait être rétablie dans les secteurs clés, comme l'agriculture et le commerce intérieur. Cependant, cette option viendrait avec des risques. La méfiance populaire pourrait persister et le gouvernement pourrait se retrouver dans une position de plus en plus vulnérable face à une opposition interne croissante. Le deuxième scénario envisage un optimisme fragile où une collaboration renforcée au niveau régional permettrait au Burkina Faso de créer un bloc d'opposition aux anciennes puissances coloniales comme la France. Ce scénario suppose une coopération plus étroite avec les pays du Sahel, ce qui pourrait entraîner une reprise partielle des investissements dans les secteurs miniers et logistiques, en particulier sur l'axe Gao-Ouagadougou. Cette orientation pourrait ouvrir la voie à une réintégration économique partielle avec des partenaires régionaux. Toutefois, cela dépendra de la capacité de Traoré à maintenir un équilibre délicat entre la souveraineté nationale et l'engagement diplomatique sans trop agiter les tensions internes. Enfin, le troisième scénario envisage une rupture totale avec les voisins côtiers et un isolement diplomatique qui mettrait en danger la survie du pays sur le long terme. La réduction des échanges commerciaux et une nouvelle vague de sanctions économiques de la part de la communauté internationale pourraient aggraver la situation. Une telle issue, marquée par une baisse drastique des investissements étrangers, plongerait le Burkina Faso dans une crise économique majeure. Si les forces politiques internes ne parviennent pas à surmonter les divisions, la crise pourrait mener à une répression accrue et à une instabilité sociale de plus en plus incontrôlable. Dans ces 3 scénarios, la clé du succès pour Traoré réside dans sa capacité à équilibrer l'autonomie politique avec des actions concrètes et à restaurer la confiance de sa population. Ce ne sont pas seulement les actes qui comptent, mais aussi la manière dont ils sont perçus par le peuple. L'avenir du Burkina Faso se jouera donc sur la manière dont il réagira face aux pressions internes et externes dans les mois à venir. Les événements qui secouent le Burkina Faso ne sont pas seulement un enjeu politique ou économique, mais aussi humain. La crise de confiance, la lutte pour la transparence et les efforts d'Ibrahim Traoré pour maintenir l'unité nationale résonnent bien au-delà des frontières du pays. Ils touchent directement les citoyens, des jeunes dans les rues de Ouagadougou jusqu'aux travailleurs dans les régions les plus reculées. En cette période de turbulence, la question qui émerge est comment la population se sent-elle face à cette crise ? Le sentiment général parmi les jeunes, particulièrement ceux des zones urbaines, est un mélange de frustration et d'espoir. Ils ont été témoins de l'ascension rapide de Traoré au pouvoir et de ses promesses de changement. Pourtant, à mesure que la crise s'intensifie, ils se demandent si ce changement est encore possible. Les arrestations et les révélations de corruption ont alimenté leur méfiance, mais en même temps, certains estiment que la survie du pays dépend de la stabilité et de l'autorité du gouvernement. La question centrale reste donc:
Peut-on encore croire à l'avenir du Burkina Faso sous la direction de Traoré, ou est-ce que l'histoire se répétera, alimentant encore plus de divisions? Dans les régions rurales, cependant, le soutien à Traoré demeure plus solide, mais ce soutien repose sur des bases différentes. Les promesses de sécurité et de développement dans ces zones ont un impact direct sur la vie quotidienne des Burkinabés. Les projets d'infrastructure, bien qu'entravés par la crise, représentent encore un signe d'espoir pour ceux qui luttent pour améliorer leurs conditions de vie. Mais même dans ces communautés, il existe une inquiétude croissante. Que se passera-t-il si la situation continue de se détériorer? Les habitants, confrontés à des défis quotidiens, cherchent à comprendre comment leurs vies seront affectées par les décisions politiques et économiques à venir. Ainsi, la connexion entre le gouvernement et le peuple, bien que mise à l'épreuve, reste au cœur du combat pour la survie politique du Burkina Faso. Les actions d'Ibrahim Traoré, qu'elles soient perçues comme une répression ou comme une mesure nécessaire pour protéger l'État, continueront de façonner la manière dont la population réagira dans les mois à venir. Il est donc impératif que le gouvernement sache non seulement répondre à la crise, mais aussi communiquer clairement avec ceux qui luttent quotidiennement pour la stabilité du pays. Pour sortir de la crise actuelle, le Burkina Faso doit emprunter un chemin semé d'embûches, mais pas impossible. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré doit d'abord se concentrer sur 3 axes essentiels. Restaurer la confiance avec la population, garantir la transparence et sécuriser l'avenir économique du pays. Ces objectifs exigent une série de mesures concrètes et de réformes institutionnelles. Voici le plan en 5 étapes qui pourraient permettre au pays de se redresser. La première étape consiste à renforcer la transparence du gouvernement. Le peuple burkinabé a besoin de preuves tangibles que le gouvernement est effectivement en train de lutter contre la corruption et les réseaux d'influence qui gangrènent le pays. Cela pourrait inclure la mise en place d'un système de surveillance des finances publiques avec des rapports réguliers et des audits accessibles à tous. Il est crucial que chaque arrestation, chaque opération de saisie de fonds soit suivie d'une communication claire et publique. La deuxième étape consiste à réintégrer les dissidents et ceux qui ont été marginalisés. Un programme de réintégration des soldats et des fonctionnaires mis de côté pourrait permettre de désamorcer les tensions internes tout en leur offrant une chance de rédemption sous la condition d'une enquête indépendante. Ce geste pourrait aussi servir à démontrer que le gouvernement ne cherche pas à renforcer son pouvoir à travers l'intimidation, mais à rétablir la paix et l'ordre. La troisième étape serait de renforcer la coopération régionale. Le Burkina Faso doit resserrer ses liens avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger, pour créer un front commun face aux défis sécuritaires. Cela pourrait inclure des initiatives communes pour lutter contre le terrorisme et améliorer la coordination entre les forces armées des 3 pays. La sécurité régionale est essentielle pour garantir une stabilité durable. Enfin, la 4e et 5e étape serait de renforcer l'économie locale et de mettre en place un mécanisme de partenariat avec des entreprises privées pour relancer les investissements. Des mesures pour faciliter les échanges commerciaux internes et développer des infrastructures stratégiques, comme des routes et des hôpitaux, permettraient non seulement de relancer l'économie, mais aussi de prouver que la souveraineté économique est une priorité absolue. Ces mesures, bien qu'ambitieuses, pourraient offrir au Burkina Faso un moyen de sortir de la crise et d'entamer un processus de réconciliation nationale et régionale. Toutefois, leur succès dépendra de la capacité d'Ibrahim Traoré à maintenir une gouvernance transparente et inclusive, tout en équilibrant les intérêts politiques, sociaux et économiques du pays. Au milieu de cette crise, une image demeure dans l'esprit de la population burkinabé, celle d'Ibrahim Traoré, debout, immobile sous le soleil de Ouagadougou, saluant sans un mot les familles des soldats tombés. Ce geste, simple mais lourd de sens, incarne la douleur et la résilience du peuple burkinabé. Dans un pays où les mots ont souvent perdu leur poids face à l'ampleur des défis, ce silence a parlé plus fort que n'importe quelle déclaration officielle. C'était un rappel que le courage ne réside pas uniquement dans les décisions politiques, mais aussi dans la capacité à rester debout face à l'adversité, à ne jamais se laisser écraser par la peur. Ce silence, loin d'affaiblir son image,
a renforcé la figure de Traoré comme un homme de principe, même s'il est encore tôt pour dire si ce principe suffira à restaurer la confiance du peuple. Dans les rues de Ouagadougou, les conversations avaient changé. On ne parlait plus seulement des aveux ou des arrestations, mais de la manière dont chacun, à son niveau, pouvait contribuer à préserver un semblant de stabilité. Le pays, bien qu'encore fragile, apprenait à respirer autrement, à se reconstruire à travers de petites actions quotidiennes. Comme l'a dit un vendeur de journaux à Ouagadougou, on se réveille avec la politique, on s'endort avec la méfiance. Mais à ce moment précis, ce simple geste d'Ibrahim Traoré représentait une lueur d'espoir pour un pays qui peine encore à croire en son avenir. La situation actuelle du Burkina Faso soulève des questions cruciales sur la manière dont un pays peut se relever après une crise profonde. Alors que le peuple burkinabé se retrouve à la croisée des chemins, la véritable question est: que pouvons-nous faire ensemble pour reconstruire un avenir stable et prospère ? Les actions de chaque individu, qu'il soit citoyen, fonctionnaire ou dirigeant, joueront un rôle essentiel dans ce processus de guérison collective. Il est temps de se demander, au-delà des discours et des chiffres, comment nous pouvons tous contribuer à maintenir la dignité, la transparence et la justice dans notre pays. Peut-on véritablement construire la confiance sur les ruines du soupçon ? Peut-on réconcilier les cœurs et les esprits tout en protégeant l'indépendance et la souveraineté du Burkina Faso ? La réponse, peut-être, réside dans l'action commune, la prise de responsabilité collective et un engagement ferme pour l'avenir. À vous de répondre à cette question. Que feriez-vous pour aider le Burkina Faso à avancer vers une paix durable et une souveraineté véritable ?